Bonjour à vous, ici Mom. Si vous regardez cette vidéo, et je le dirai à chaque fois que je fais une retransmission Twitch, c'est que vous n'avez pas été présent pour ce crossover 9, ces albums décriés qu'on apprécie envers et contre tout. Et bien sûr, qui de mieux pour m'accompagner dans cette aventure que Mathieu de Heavy Ma Vie. Mathieu, à toi la parole. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce crossover 9 déjà, ça en fait déjà pas mal, pour ces albums décriés. Voilà, Mom qui m'a donné des devoirs à faire en début de semaine. Il m'a dit dépêche-toi de me trouver des albums décriés, et j'étais obligé de lui envoyer des messages pour lui dire Putain, tu m'ennuies quand même beaucoup parce que ça fait 1 heure que je squatte ma discographie en long, en large et en travers pour essayer de trouver des albums qui ont été décriés. Et on va y revenir parce que j'ai beaucoup de problématiques à soulever sur ce sujet. Et oui, et en plus, ce que je disais à Mathieu, c'est qu'en fait, il a trop de bon goût. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a que moi qui aime le caca, en fait. Mais, effectivement, ce que je disais aussi, c'est que le principe de crossover, c'est qu'on a un sujet. Et en fait, il est volontairement ouvert pour qu'on puisse, en fait, que chacun puisse avoir un peu son interprétation et apporter un peu ses propres billes. Bonsoir Patachon, en direct du Motoc. Attends, tu attends Bernard Minet? Pourquoi attendre Bernard Minet alors qu'il y a Mom et Mathieu? Voilà, t'as le mieux, là. Non, je plaisante. Du coup, J'ai envie de dire, effectivement... retourne dans ta tente pour profiter du stream, en fait. Je ne sais pas ce que tu fais devant une scène. Bah oui. Après, ou alors parle aux gens autour de toi de Mom et ce sera très bien. Fais-moi de la pub. Il faut aussi de la pub pour Mathieu de Heavy Ma Vie, Radio Campus Besançon. Je remets le lien ici tout de suite. Voilà. Au taquet. Du coup, moi, c'est vrai que moi, ce que j'avais en tête, c'était en fait par rapport à, en fait, des albums qui, de manière, on va dire, connue des métalleux et métalleuses, des albums qui sont en fait reconnus comme étant des foirages, des erreurs de parcours de la part d'un groupe, ou alors une ambition artistique qui n'est pas en cohérence avec l'historique du groupe, bien un changement de line-up qui a pu conduire à des incompréhensions, des tensions en studio, et ça se ressent après en album. Évidemment, moi, quand je pense album décrié qu'on apprécie envers et contre tout, il y en a qui sont là pour défendre Saint Anger. Je pense que Saint Anger, c'est un peu la pierre angulaire de ces albums un peu amour-haine, où il y en a qui vont le défendre autant que d'autres le défoncent. Donc c'est vrai que moi, j'ai un peu cet exemple-là, qui est un peu, pour moi, l'exemple paradigmatique de ces foirages. Et pourtant, je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est vrai qu'il y a une relation amour-haine avec cet album que je trouve assez démesurée. Ouais, il y a déjà de ça. Moi, la problématique que j'ai rencontrée, c'est que je suis tellement ancré dans la scène. Bon, je vais surtout parler de heavy metal, vous comprenez bien ça. En fait, je suis tellement ancré dans la scène que peu importe l'album qui est décrié, j'ai toujours des connaissances qui apprécient aussi l'album avec moi. Et Ouais. en fait, il n'y a pas, on va dire, d'album que moi je vais adorer et que je sais que personne, mais vraiment personne n'aime. Je trouverai toujours quelqu'un voilà, dans la scène que j'ai rencontré en festival ou que j'ai rencontré sur internet qui, comme moi, aime aussi cet album-là parce que j'ai tellement les pieds dans le plat du heavy metal que quoi qu'il arrive, je trouverai quelqu'un qui aime cet album. Par exemple, facilement, mais le dernier Sordid Blade, par exemple, Oui. Mom, il l'aime bien aussi. Ah et oui. moi aussi. Et je connais des gens qui n'aiment pas du tout cet album. Mais forcément, je trouverai des gens qui ont aussi de l'affection pour les albums que je vais citer là ce soir, quoi. De toute façon, là c'est vrai que tu signales quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que de toute façon, dans le monde métal, on a facilement tendance à s'estimer singulier et unique. Et en même temps, ça fait partie un peu du discours métal extrême où on s'adresse au laissé pour compte et compagnie, qui est en fait un discours un décorum. Parce qu'en réalité, on n'est pas unique, on n'est pas singulier, on a tout, on est 8 milliards, on trouvera forcément quelqu'un qui a partagé notre goût pour quelque chose. Et comme tu dis très bien, moi c'est vrai que c'est un décrié, comme je dis pour le Saint Anger. Il y en a qui vont dire ouais moi je suis original, j'aime cet Anger et j'ose le dire. Mais en fait il y en a plein des gens comme ça. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que ces albums décriés ne font pas consensus. Et ça c'est intéressant, c'est pour ça aussi que je voulais en parler avec toi. Parce que tu parles de Sordid Blade. Sordid Blade exactement, enfin là c'est même plus intéressant en général sur la scène heavy metal. Parce que en soi l'album,
pourquoi les gens le critiquent? Parce que Sordid Blade, c'est pas un groupe archi connu, c'est pas un groupe qui a, on va dire, une fanbase admise, il y a pas une promesse qui a été faite et qui a été trahie. Parce que tu vois, pour expliquer la déception, ça peut être plein de choses. Ça peut être, voilà, ce principe artistique qui se trouve bousculé de ça. Là, pas du tout. On parle d'un groupe qui est apparu en 2021, premier album en 2022. Every Battle Has Its Glory. Je vais d'ailleurs montrer là, pour les bienfaits du stream. Ici, voilà, Sordid Blade. Cover magnifique en plus, s'il en est. Mais ce qui a déjà défrayé la chronique à l'époque, c'était l'utilisation du... c'est pas du vocodeur, c'était de l'autotune. C'est vrai que le chant est particulier, effectivement. On sent qu'il y a du vocodage, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Et un traitement sur la voix en tout cas. Voilà. Bon, moi je sais que le reproche qu'on a pu faire, par exemple avec cet album, c'est peu. Comme moi, j'ai une radio et que je fais office de voix pour certains albums. Des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui n'ont pas aimé cet album. Ah mais t'en as parlé tellement en bien et moi je trouve ça très nul en fait. C'était plus, on va dire plus mon ressenti à moi qui était remis en cause en disant mais je comprends pas ce que tu trouves à cet album. Voilà, c'était plus ça que la valeur intrinsèque vraiment de l'album en lui-même. C'est vrai. Mais ça, encore une fois, c'est que même si on a nos figures d'autorité en qui on a confiance, faut garder à l'esprit que nous sommes des individus et que le goût personnel peut dépasser la valeur objective. Et Sordid Blade, moi je trouve qu'il y a des défauts dans cet album, il y a des longueurs, il y a cette voix trafiquée qui en soi me gêne pas tant que ça, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Et la scène heavy metal a horreur de modifications comme ça, mais en vrai, cet album a une couleur. Et même si l'album a des défauts dans son rythme et dans sa composition, le fait que ce soit autant en cohérence avec le titre Every Battle Has Its Glory, qui est extrêmement sombre, il y a un côté vraiment, moi je trouve, très dépressif là-dedans, un peu cynique aussi, un peu ironique. Toutes les batailles ont leur gloire, sauf que l'album il est bleu. Tu sens toute la détresse, toute la brume là-dedans, et le chant est plaintif. Les compos sont, t'as vraiment l'impression que, on a la gloire de la victoire, sauf qu'en fait au fond on est détruit. Et ça c'est vachement puissant. Même si l'album, voilà, je le trouve pas impeccable, eh bien il a cette charge émotive présente, et pour ça, il vaut le coup. En fait, le truc c'est que je comprends totalement les reproches qu'on fait à l'album. Et je suis souvent d'accord avec les reproches qu'on fait à l'album. Après, c'est plus ma perception à moi Bien sûr. qui rentre en jeu à ce moment-là. Je sais très bien que le chant peut paraître mollasson, qu'il y a certains passages de guitare qui peuvent être vraiment un peu faciles. Voilà, j'entends tous ces reproches-là. Après, moi, peu m'importe. L'important, c'est les émotions qu'on ressent. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Moi, j'ai ressenti des émotions à l'écoute de cet album, ça a touché une corde sensible en moi. Donc voilà. En fait, l'important c'était de montrer que, comme tu l'as très bien dit, c'est que même si tu peux faire face à 1000 personnes qui vont pas aimer cet album-là, il y aura toujours quelqu'un que tu vas rencontrer, avec qui tu vas discuter dans la scène ou en dehors de la scène, qui va lui aussi apprécier l'album avec toi. Donc moi c'était plus ça ma difficulté. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 albums, environ 6 albums dont j'aimerais parler ce soir. Après il y en a, ça va aller plus vite que d'autres. Mais à chaque fois, soit vous allez aimer, soit vous allez trouver des personnes... voilà, enfin, souvent il y a des personnes qui vont aimer aussi ces albums-là. Voilà. Oui. Je suis pas tout seul contre le reste du monde, à aucun moment. Oh, de toute façon, je pense qu'on l'a bien dit en introduction, ça n'existe pas. Même si Chevalier plaisante en disant « Moi, je suis original, j'aime Lulu » et personne ne l'aime, non, c'est faux. Il y a forcément quelqu'un qui l'apprécie, ne serait-ce que Lou Reed. Je suis sûr que Lou Reed, il aime Lulu, forcément, je sais pas. Moi, ce que je te propose, du coup, c'est de dégainer ta première cartouche. Vas-y. Alors, je vais vraiment pas faire dans l'originalité, je pense que tout le monde s'attend à ça avec cet album. Je vais passer très vite dessus parce que
vais faire de la pub pour un autre ami à moi qui s'appelle Romain et qui est aussi chez Radio Campus Besançon et qui a une émission qui s'appelle Radio Campus, qui se déroule tous les jeudis soirs, si je dis pas de bêtises. Et il m'avait invité il y a de ça quelques semaines pour évidemment parler de The X Factor d'Iron Maiden. Ah bah oui. Album en 1995. Donc, album ultra décrié à sa sortie. Oui. Pour beaucoup de choses. Changement de chanteur, changement de direction, même s'il y avait déjà un côté un peu plus sombre qui avait été utilisé sur Fear of the Dark, qui était sorti avant. Mais c'est l'album... moi, c'est le premier album où je sais que je l'ai aimé, alors que, on va dire, j'aurais pas dû. Dans le sens avec la presse, avec tout ce qui est sorti... avec tout ce qui est sorti à l'époque sur cet album, et même encore jusqu'à très récemment, qui a été boudé par beaucoup de femmes, qui a été réhabilité quand même, mais ça a été un travail, je pense, de beaucoup de choses, notamment la carrière solo de Blaze Bayley, qui a fait quand même... qui a quand même extrêmement bien marché. Et ça, je pense que c'est le travail aussi de personnes comme la French Metal Connection, qui a fait beaucoup jouer Blaze Bayley en France, ou des gens qu'on parlait avec beaucoup d'amour des albums de Blaze Bayley, et qui ont réhabilité un peu The X Factor récemment. Mais bon, ça se passe sur plusieurs années. Mais en tout cas, vraiment, c'est le premier album qui, moi, m'a fait dire « Ah non, mais moi, je suis désolé, il est excellent cet album. Je peux pas me permettre de le descendre comme d'autres personnes l'ont fait. » Donc, pour moi, c'est un très très grand album, The X Factor. Très très grand album. Bah justement, je suis content que tu parles de X Factor d'Iron Maiden. Moi, j'ai parlé, tu vois, du Saint Anger de Metallica, parce que ces deux, en fait, ces albums-là, on peut les rapprocher par rapport à ce sentiment de trahison qu'a ressenti le public. Alors bon, déjà, Saint Anger, la trahison était déjà entamée avec le Black Album, mais c'est vrai que le X Factor d'Iron Maiden, les gens ont eu du mal à le comprendre, parce que ça a été un virage complet par rapport au Iron Maiden des années 80. Ça n'a plus rien à voir. Et ce que tu dis, mais vraiment à juste titre, c'est que Blaze Bayley, il a essuyé les plâtres, il a pris cartouche, mais vraiment. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est assez injustifié. Après, moi, Iron Maiden, moi, il n'y a que Seven Son of Seven Son que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais vraiment, enfin, X Factor, quand j'avais écouté à l'époque et que j'entendais tout le monde dire que c'était un des pires albums de métal qui existent, vous avez jamais écouté du raw brutal death péruvien quand vraiment t'as l'habitude de mettre la main dans le cambouis et d'aller dans le fond du fond du fond du fond. Non, attends, X Factor, c'est pas immonde. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que moi, en tout cas, c'est mon cas pour certains albums que j'ai sélectionnés. C'est qu'effectivement il a fallu un travail de réhabilitation. Les gens ont été tellement trahis sur le coup qu'ils sont montés au créneau, mais en vrai, tu prends un peu de recul et tu t'aperçois que l'album a des qualités. Moi ça me fait penser du coup à Judas Priest, quand il y a eu Tim Reaper Owens. Et Tim Reaper Owens, c'est un excellent chanteur. À un moment, enfin, Charred Wars of the Damned, Winter's Bane, le mec il tient un excellent Rob Halford. C'est juste que, en fait, Tim Reaper Owens est arrivé dans les années 90, et donc Jugulator, bah ouais, il est vachement plus sombre, mais ça c'est le mood général du heavy metal. Réécouter Jugulator de Judas Priest, c'est pareil que X Factor, c'est un très bon album, mais comme Tim Reaper Owens a une charge plus thrash metal moderne pour l'époque, bah il apporte autre chose dans Judas Priest. Mais c'est pas un mauvais album. Et ce que tu dis par rapport à X Factor, c'est exactement ça, c'est que une fois que Blaze Bayley était remis en avant, ah mais alors je comprends mieux d'où vient Blaze Bayley, ce qu'il a voulu apporter dans son chant, et en quoi c'est en cohérence avec les nouvelles couleurs d'Iron Maiden, en opposition avec les années 80, mais pas parce que c'est en opposition que il faut cracher dessus. Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui change, c'est que il y a eu un parti pris avec Iron Maiden de changer complètement la voix du groupe en castant Blaze Bayley derrière le micro, ce qui n'a pas été le cas pour Judas Priest. Ils ont pris un copycat de Rob Halford avec Tim Reaper Owens. Oui. C'est deux choses différentes, je pense, tout de même. Ah ouais, parce que moi je trouve quand même que Tim Reaper Owens, même s'il ressemble beaucoup à Rob Halford et il s'en cache pas,
il y a quand même une charge plus puissante. Quand tu vois Winter's Bane, l'album Heart of a Killer, c'est vachement plus flash que heavy, tu vois. Non mais toi tu le perçois pas comme ça. Bah après, je t'avoue que Jugulator et puis l'autre album qui est sorti avec Tim Reaper, je les ai très peu écoutés. Je sais même pas si je les ai déjà écoutés en entier. Là pour le coup, je vais dans le sens de tout le monde. C'est pas du tout l'album que j'ai envie d'écouter. J'ai pas envie de perdre mon temps entre guillemets à me pencher sur ces albums. Je voulais juste rajouter un truc avant vas-y. parce que c'est vrai que vu que là récemment, moi ce qui me tient surtout à cœur, c'est que autant The X Factor, le travail de réhabilitation a un peu été fait, voilà, avec la carrière de Bass Bailey et tout ça. L'autre album qui est très décrié dans la discographie d'Iron Maiden, et que là, ça me tient quand même souvent très à cœur d'en parler et de le remettre devant, c'est No Prayer for the Dying qui est sorti en 1990, et qui pour le coup, lui, subit encore aujourd'hui quand même, qui est encore beaucoup décrié, alors qu'à mon sens, il ne le mérite pas du tout. Et j'ai toujours dit de toute façon que je préférais largement No Prayer for the Dying à un album comme Fear of the Dark qui est sorti quelques années après, et qui est sauvé juste pour son titre éponyme emblématique. Oui. Mais je trouve quand même que les pires morceaux d'Iron Maiden sont sur Fear of the Dark, absolument dégueulasses. Et moi je trouve que No Prayer for the Dying a beaucoup plus de sympathie pour moi, avec des titres que je peux comprendre qu'on puisse ne pas les aimer, il n'y a pas de souci. Mais moi, je les aime d'amour, des Hooks in You, qui peuvent être risibles pour certains, mais que moi, voilà, j'apprécie fortement. Et voilà, ça c'est un travail que je fais en ce moment. Je m'en souviens, j'en ai encore discuté récemment sur Facebook en disant que non, moi je trouve que No Prayer est vraiment meilleur que Fear of the Dark. Et je comprends pas qu'on puisse mettre Fear of the Dark devant No Prayer, qui mérite, qui a des très bons morceaux et qui sont souvent très très peu cités, quoi. Et comment tu expliques que les gens soient autant en opposition face à No Prayer for the Dying? Bah, c'est assez simple. Départ d'Adrian Smith à l'époque, après Seven Son of Seven Son, hein, Seven Son, oui. Qui symbolisait vraiment le pic de la carrière d'Iron Maiden, dans la mélodie, dans ce qu'il représentait à l'époque, le live là, Made in England 88, magnifique, avec une scénographie absolument fantastique, vraiment dans une douceur, des mélodies à couper le souffle. Et du coup, paf, départ d'Adrian Smith et retour à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, par l'envie avec l'arrivée de Yannick Gers, et puis l'envie de Steve Harris de retourner à quelque chose de plus terre à terre après Seven Son of Seven Son. Et ça a pas plu à beaucoup de personnes. Et encore aujourd'hui, je pense que les gens qui découvrent Iron Maiden aujourd'hui vont se laisser embarquer dans la période dorée des années 80, en mettant des étoiles dans les yeux, forcément. Quand t'enchaînes Power Slave, Somewhere in Time, Seven Son of Seven Son, effectivement, ça c'est le trio d'albums d'Iron Maiden qui est absolument fantastique dans les années 80, et c'est sûr que le retour vraiment brutal à la réalité avec No Prayer for the Dying, qui est absolument... bah oui, forcément, c'est moins impressionnant, même si je trouve que sur un titre comme Mother Russia, on retrouve encore des choses de Seven Son of Seven Son, notamment avec l'utilisation des claviers, mais c'est vrai que le retour terre à terre comme ça, il est brutal, il est vraiment brutal. Et il manque... Je sais qu'il manque de... on va dire de... Ah, j'ai perdu le mot. Il manque d'épicness, quoi. Ah, il manque, de grandeur, quoi, le sens de grandeur. Ouais. Voilà, de tout ça. Donc ça, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il a été décrit à sa sortie à l'époque en 90, et je trouve que même maintenant encore, des gens qui vont découvrir Iron Maiden maintenant vont se permettre de décrire encore cet album, même en découvrant la discographie d'une traite. Ben là, c'est parce que ce que tu signales là, c'est que très souvent, il y a aussi une sorte de répétition, où en fait, même les nouveaux qui arrivent dans le métal, ils vont éviter de trop bousculer leur établi, et ils vont plutôt se ranger du côté de la doxa. Donc si la doxa affirme que tel album est nul, eh bien on va avoir de la... Ah, j'ai oublié le mot, machin social, c'est la reproduction sociale, où les gens vont en fait répéter le schéma pour justement se faire apprécier de la foule de la communauté, pardon. Donc ouais, ça je peux comprendre.
Justement, il y a Gare du Nord qui dit j'ai bien aimé No Prayer, très catchy, alors que Fear of the Dark, je commençais à lâcher. Mais en fait, Ah oui, forcément. Pour moi, No Prayer, il y a des titres qui sont très catchy sur No Prayer encore, ce qui n'est pas du tout le cas de Fear of the Dark. Fear of the Dark, je suis désolé, mais alors il y a un de mes morceaux préférés d'Iron Maiden avec Judas Be My God dans celui-ci, mais l'enchaînement, Fear is the Key, Childhood's End, The Fugitives, The Apparition, c'est les pires morceaux d'Iron Maiden, hein. Mais j'ai rarement entendu des choses aussi mauvaises chez Maiden, même dans les albums récents, c'est pas aussi mauvais. Et encore, je porte vraiment pas Senjutsu dans mon cœur, mais pourtant voilà, c'est dire. franchement, c'est vraiment là où il y a les pires morceaux d'Iron Maiden sont dans Fear of the Dark, et ça, je changerai pas d'avis là-dessus. Mais ouais. Mais là, tu vois, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes encore une fois, c'est que effectivement, No Prayer for the Dying, qui vient juste après Seven Son of Seven Son, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que Seven Son, enfin, c'est un pinacle, c'est un bijou, c'est une masterpiece. Enfin, tu peux pas faire. Donc forcément, compliqué de faire mieux après un. En plus, enfin, ce qu'il y a aussi, c'est que Seven Son vient à l'issue d'une décennie des années 80 où Iron Maiden a sorti banger sur banger sur banger et sur le toit du monde. Et le problème, c'est que quand t'es sur le toit du monde, soit tu restes, ce qui est difficile, soit tu perds un petit peu. Et là, ils ont perdu un petit peu. Et alors, si tu as fini pour Iron Maiden, moi je peux enchaîner du coup sur un album que j'ai choisi. Ça te va? Ouais, c'est ce que j'ai dit, on va pas polémiquer plus longtemps Voilà. sur Iron Maiden, parce que y a assez aussi de, comme je l'ai dit, de choses que vous trouvez sur internet pour pousser le. Ouais, pour pousser le sujet, ouais. Mais après, c'était quand même intéressant parce que quand même t'as avancé pas mal d'idées en général, donc c'est chouette. Et justement, bah là, ce que tu m'as dit par rapport à Iron Maiden, moi ça m'a fait penser à direct l'album que j'ai. C'est un des premiers auxquels j'ai pensé. C'est Hammerfall, Crimson Thunder. Parce que sur Metalum, il y a 11 avis et il est à 56%. Et je me souviens que quand j'ai découvert Crimson Thunder, j'ai regardé sur Metalum et déjà en 2007-2008, cet album était mal noté. Et en fait, ça s'explique parce que dans Hammerfall, à l'époque de Crimson Thunder, enfin, il y avait quand même des musiciens suédois qui sont issus des grands groupes. Enfin, Hammerfall, c'est quand même une rencontre de musiciens de talent. Je pense même, si je dis pas de bêtises, que le batteur, il a joué avec même Steen. Donc c'est pas d'étanche, tu vois. Il y a vraiment du Hammerfall, c'est quand même c'est big, quoi. Et du coup, Crimson Thunder, sorti en 2002. Auparavant, il y a eu Glory to the Brave, 97. Je vois sur Metalum, il est à 9 sur 10, tu vois. Legacy of Kings, 8 sur 10. Renegade, 8 sur 10 aussi. Tu vois, les trois albums ont bien marché parce qu'ils mettaient en avant justement ce power metal fin années 90 qui se mettait doucement en place et qui commençait un petit peu aussi à plaire au public allemand. Parce que Hammerfall, en Allemagne, ils sont fous d'Hammerfall. Vraiment, c'est. Pour Ovaken, je l'ai vu. Oui. Et donc, Crimson Thunder sort en 2002. Et en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que là, les gens vont le voir à la vidéo, mais quand tu prends le livret, tu vois derrière Join the Heavy Metal Revolution, t'as une image qui est absolument risible. Et. Oh non, elle est incroyable cette image. Ouais, moi ça me fait rire, c'est kitsch, hein. Et aussi, il y a toute cette ambiance, moi qui m'est sympathique, ce côté World of Warcraft, parce qu'il est sorti en 2004. Et si je dis pas de bêtises, l'illustrateur en charge des visuels d'Hammerfall a aussi bossé pour World of Warcraft. Et c'est pour ça qu'il y a une ville qui s'appelle Hammerfall. Mais ça, c'est de mémoire. Okay. Mais en tout cas, ce qui a beaucoup dérangé à cette époque-là, c'est que Crimson Thunder, c'est des formules éculées, ils cherchent plus vraiment à se renouveler, leur quatrième album, Heavy Metal Revolution, pas tant que ça, c'est du métal facile pour attirer les poseurs et tout. Bon, déjà, calmez-vous, c'est Hammerfall, c'est du power. Bien sûr que ça attire les poseurs. Le power, le but du power, surtout le power européen, c'est d'être archi efficace et de parler à un maximum de monde. Surtout que Hammerfall, c'est l'exemple paradigmatique du métal de geek. Beaucoup de gens qui ont joué à World of Warcraft à l'époque, ils connaissent Hammerfall. Mon frère a connu Hammerfall grâce à World of Warcraft. Moi j'ai connu ça par hasard parce que j'ai fait des recherches au pif. Et finalement Crimson Thunder, les gens ils disent ouais c'est trop efficace et tout. Et alors, Riders of the Storm,
Earth on Fire qui est leur tube. Mais tu vois, ça, c'est comme Can I Play With Madness de Iron Maiden dans Seven Son. Il y en a plein qui le détestent parce que c'est trop radio, c'est trop FM. Mais oui, mais c'est bon le côté aussi radio FM, ça marche trop bien. Puis voilà, Bah, moi c'est. un de mes morceaux préférés d'Iron Maiden, Can I Play With Madness. Mais oui, mais les gens qui le critiquent. Ça me fait rire parce qu'Hammerfall, j'écoute très très peu Hammerfall parce que, ouais, moi justement, je suis du parti pris de dire que c'est vraiment, entre guillemets, trop bas du front, alors que j'écoute vraiment des trucs bas du front des fois, mais Hammerfall, ça fait partie des trucs, c'est difficile pour moi d'écouter. Mais tu vois, Earth on Fire, j'ai dû écouter le titre peut-être 5-6 fois dans ma vie. Et là, j'ai la mélodie dans la tête, tu vois. Earth on Alors Fire, que ça fait Earth 10 ans on que j'ai pas Fire. écouté ce morceau. Mais c'est un tube, ça marche Mais de oui. fou. Et moi, c'est surtout The Unforgiving Blade qui est, mais moi je me souviens à l'époque, je l'ai écouté 10 fois de suite parce qu'elle ajoute un truc au power metal parce que moi, faut bien comprendre que power metal, je suis surtout rentré dedans en 2007-2008 par le côté européen où c'est tu vois, c'est le speed mellow, donc c'est les Halloween, c'est les Sonata et compagnie, où c'est toujours le même rythme de batterie, c'est toujours les mêmes patterns. Et là justement t'as un côté plus mid-tempo, plus grave, et ça marchait trop bien. Et moi franchement, bah oui c'est kitsch, mais en même temps c'est du power européen fait par des Suédois. L'annonce veut que ce soit kitsch, tu vois ce que je veux dire. Oui, Mais- bien sûr, évidemment. Alors bien sûr, voilà, c'est facile, ils savent ce qu'ils font, c'est des musiciens professionnels qui font du metal FM. Ouais bah écoute, au moins ils mentent pas sur la marchandise, et c'est pas se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est honnête. Et puis en vrai, tu ne peux que passer un bon moment avec cet album là. Mais toi tu le disais, du coup t'es pas trop Hammerfall toi. Non, j'en ai écouté un peu quand je découvrais toute la clique de power metal européen. Ouais. Quand j'étais dans une période Stratovarius, Ah bah oui, très oui. Halloween aussi, à moindre mesure des Sonata Arctica aussi. C'était des trucs que j'allais pouvoir écouter d'une oreille un peu distraite. Hammerfall m'a pas trop marqué, hormis quelques titres comme Earth on Fire, ce genre de choses. Mais ça a été très succinct dans mes écoutes, même à l'époque, quand j'avais vraiment L'appétence la pour tête ça. dans le power européen, c'est pas quelque chose que j'écoutais énormément. Et bien là, tu vois, j'apprends que Hammerfall sort toujours régulièrement des albums et que du coup, ils vont sortir. Ah bah non, ils l'ont sorti là, le 9 août, Avenge the Fallen, avec toujours une illustration. Oh là là, je vais la mettre à l'écran parce que. Tu vois tout, tu vois la pochette avec plein de couleurs, tu vois des titres, c'est Hey to the King, c'est vraiment Hey to Rise the of Evil, mais c'est vraiment très très drôle. Moi ça me fait beaucoup rire. Ben oui, Euh, mais. Et là, tu vois, on dirait Darksiders. Tu vois, on dirait le personnage de la mort dans Darksiders. Je sais pas si tu connais ce Ouais. jeu. Non, je connais pas trop. Ah, mais on dirait trop ça. Mais moi, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'il y a une promesse d'un côté, tu vois, vraiment à l'ancienne, on en a rien à foutre. On met tous les clichés ensemble. J'ai une tendresse pour ça, moi. J'ai une tendresse pour ce genre de musique. Il faut que tu écoutes, ça va être rigolo, mais il faut que tu écoutes absolument Hammer King, qui est un groupe allemand aussi, qui est sorti leur 4e ou 5e album. Et c'est juste dans toute leur discographie, tu comptes combien de fois il y a le mot King ou le mot Hammer dans les titres de leurs chansons. Et ça doit être à 60%, il y a que ça. The Hammer of the King, Ouais. The King, The Deadly Machine, que des trucs comme ça, et ça me fait mourir de rire. Et pourtant, l'album, il me semble que c'est leur 3e, Poseidon Oui, Will Carry Us Home. Home, Ouais. qui est vraiment très très bon, mais vraiment très très bon. J'ai beaucoup apprécié cet album. Mais regarde, s'il te plaît, regarde déjà la pochette. J'ai vu. Puis regarde les titres, c'est trop drôle. C'est que des trucs genre voilà, Seven Days and Seven Kings, Mais oui. The King is the Deadly Machine, Where the Hammer Hangs. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et, mais pourtant, l'album est vraiment bon. Mais ouais, ça c'est le maximum que je peux faire dans le kitsch. Et d'ailleurs, je vais les voir en concert en octobre au Rising Fest. Je suis très content, c'est la première fois que je vais les voir. Mais voilà, c'est un groupe qui m'a fait beaucoup rire. Mais ça, je pense que ça pourrait te plaire du coup. Bah oui. En plus, je vois, ils sont. Enfin,
Poseidon Will Carry Us Home est signé chez Cruz del Sur Music, qui a aussi signé Dark Forest, dont on avait déjà parlé l'année dernière. Oui, ils ont été signés chez Cruz del Sur un temps, ouais. Et mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, tu vois, ce power là, où justement les mecs ils savent très bien ce qu'ils font. Genre, dans chaque morceau, tu vas avoir Blood, Glory, Hammer et compagnie. Moi, ça me fait penser à Iron Fire, qui est un autre groupe aussi de power dans la même veine, avec Revenge et l'autre album, je sais plus. Mais bref, Iron Fire, c'est pas un grand groupe, hein. Mais pareil, il a ajouté un autre truc dans l'aspect power de l'époque. L'autre, c'était Blade of Triumph. Et pareil, leurs paroles, c'est toujours pareil, hein. C'est Fire, Fury, et c'est toujours le même champ lexical. Encore une fois, je rappelle Stevie T, How to be Power Metal, c'est exactement ça, c'est parfait. Et du coup, après, si on va dans ça, hein, je vais les citer quand même parce que j'ai failli, je voulais presque en parler, c'est Manowar. Ah bah oui. Ouais, Manowar. Autant, je pense que la période des années 80 fait consensus dans le monde du heavy metal, que ce soit dès le début avec Battle Hymn jusqu'à Sign of the Hammer, jusqu'à Fighting the World dans une moindre mesure, même s'il est déjà un peu plus catchy, Kings of Metal aussi. Mais un album qui a été souvent décrié et qui est sorti en 1992, c'est The Triumph of Steel, que moi j'apprécie particulièrement, mais il faut se farcir. Achille, Agony and Ecstasy in 8 parts, qui dure presque une demi-heure. Aïe. Et je peux comprendre que ça rebute. je l'entends totalement. Mais franchement, les 28 minutes, moi je les trouve quand même assez exceptionnelles parce qu'il y a plein de jolies choses qui ressortent dans ce morceau, que ce soit les solos de batterie, où voilà, on voit presque l'armure se faire marteler par machin, ou les solos de basse. Et vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et ils enchaînent ça avec un Metal Warriors catchy as fuck, mais avec des paroles mais ridicules. Franchement, ça fait partie des paroles les plus ridicules au monde que j'ai entendues, avec des trucs genre If you're not into metal, you are not my friend. Oui. Et ça c'est incroyable. Pour moi, c'est les plus belles paroles qui ont jamais été écrites, quoi. C'est vraiment mais risible. Et moi, je le trouve bien, cet album. Je l'apprécie beaucoup. Et tu vois, par exemple, sur Encyclopédia Metallum, il est à 76%. Bien moindre que tous les albums qui sont sortis dans les années 80 pour le groupe. Et ça, je peux le comprendre, quoi. Mais ouais, si on en est là, dans le côté kitsch, je pourrais pas ne pas citer Manowar, quoi. Bien sûr. Ah, puis après, moi, je peux comprendre, 28 minutes, t'écoutes pas Manowar pour avoir du prog ou pour avoir une grande fresque de plus de 20 minutes. Le pire, c'est que c'est même pas prog pour un sou, parce que quand c'est un peu technique, c'est vraiment des solos, mais vraiment de bœufs, mais vraiment en plus le batteur il s'appelle Rhino, la légende raconte qu'il aurait enregistré l'album sous LSD, enfin des trucs vraiment mais hallucinants. Mais aïe. franchement c'est vraiment incroyable. Et donc ça c'est un des albums que tu avais pioché et que tu voulais évoquer? Ouais, quand tu m'as donné le sujet, c'est un des premiers albums auxquels j'ai pensé. Puis après, je me dis non, le citer suffira. Oui. Bah, après, ça rejoint encore une fois le Iron Maiden dans le sens où c'est les années 90 et un changement de ton. En plus, là, il y a, on va dire, une ambition artistique qui ne colle pas avec ce que les gens voulaient. Et Hammerfall, c'est à peu près pareil. C'est que, en fait, les gens viennent. Enfin, les musiciens d'Hammerfall à l'époque venaient de plusieurs groupes plutôt bien admis, avec on va dire, une respectabilité. Et en fait, Crimson Thunder joue une musique efficace, radio listening. Et non, c'est pas bon, c'est du caca. Aïe. De toute façon, voilà. Dès que les gens vont brailler, c'est qu'en fait, il y a une rupture, on va dire, dans le contrat tacite entre, pour moi, hein, entre auditeur et groupe. Voilà, si le groupe m'habitue à un tel contrat, eh bien, si ce contrat n'est pas rempli, je vais être déçu. Et là, je pense du coup à la volée à Death. Death qui, Schuldiner à chaque album, ça marchait bien, jusqu'à Son of Perseverance. Son of Perseverance, Schuldiner a rompu le contrat tacite de je fais du death metal parce qu'il voulait plus faire de death metal. Et Perseverance, du coup, il y a cette voix éraillée qui n'est plus du growl. On va pas se mentir, Schuldiner il gère pas, hein, c'est pas sa meilleure prestation vocale, mais c'est pas non plus dégueulasse, calmez-vous. Mais il y a un tel sentiment de trahison. Non, moi j'écoute death pour le death metal, alors que tu suffit de voir les interviews.
Julien c'est yeah, you know, I'm not into death metal music, you know, I'm more into heavy metal music. Voilà, lui il a toujours été heavy metal, il a toujours été ouvert. Une de ses références c'est King Diamond, Diamond Head, Judas Priest, Kiss. Enfin, voilà, donc. Bon là, c'était pareil, le petit scud lancé à ceux qui disent que Son of Perseverance est un album décevant. C'est faux. Mais ça tombe, ça tombe parce que je peux enchaîner un peu avec le deuxième album que je voulais évoquer parce que ça va un peu dans le sens avec ce que tu parlais d'Hammerfall et puis de ce que tu viens d'évoquer là. Je voulais parler d'Halloween. Ah. Je voulais parler d'Halloween parce que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la carrière du groupe. Sûr. Pour faire simple, hein, au départ, Halloween, c'est avec Kay Hansen au chant. Ensuite, il y a eu Michael Kiske qui est arrivé avec sa voix d'ange. Vraiment, ils ont sorti 2 albums absolument incroyables, hein, les Keepers of the Seven Keys, partie 1 et partie 2. Donc en partie 2 en 88, encore une fois. Et ensuite, il y a eu le départ de Kay Hansen qui a été fondé Gamma Ray avec Ralph Shipper au chant. Et il y a eu 2 albums qui sont sortis, Pink Bubbles Go Ape et Caméléon. Des albums ultra décriés, que je possède, mais je crois que je les ai jamais écoutés. Bravo. Et c'est pas de ceux-là que je veux parler en fait. Moi j'ai envie de parler de ce qui s'est passé juste après. Parce que ces albums-là ont pas du tout marché. Ils ont été vraiment ultra décriés. Groupe un peu plus easy listening. C'est beaucoup Michael Kiske qui a composé certains morceaux, donc vraiment très, très soft. Un peu plus rock, moins heavy metal, et ça a beaucoup déplu. Et voilà, justement, tu le montres à l'écran, Master of the Rings, qui est sorti en 1994. Donc, Michael Kiske est parti, complètement dégoûté de la scène heavy metal. A dit je ne rechanterai plus du heavy metal, jusqu'à temps que Tobias Sammet vienne sonner à sa porte pour Avantasia, début des années 2000, fin des années 90. Et du coup, on a eu Master of the Ring, qui est sorti en 1994 avec Andy Deris au chant. Je voulais parler de ça parce que je m'étais un peu pris la tête avec certaines personnes sur les réseaux il y a quelques années qui vraiment conspuaient la période Ninderis des années 90, réhabilitant presque Caméléon et Pink's Bubble Go Ape. Et moi, je suis désolé, mais pour moi, Ninderis, il a vraiment sauvé les fesses d'Halloween dans les années 90. Et même en tant que compositeur, déjà en tant que chanteur, mais en tant que compositeur, je trouve qu'il a composé vraiment de très très beaux morceaux pour Halloween dans les années 90, voire même début des années 2000. Et je voulais revenir là-dessus parce que récemment, on a le retour d'Halloween avec leur album, il me semble que c'est l'album éponyme Halloween qui est sorti, donc avec Andy Deris et Michael Kiske qui est revenu, que moi j'ai trouvé absolument abject. 2021. Très mauvais album. Ah, t'as pas aimé ? Et comment ? T'as pas aimé cet album ? Ah non, moi je l'ai trouvé absolument détestable. Parce que lui, au contraire, il fait consensus. Les gens aiment bien. Bah justement, ouais, moi je l'ai trouvé absolument détestable. Je ne sauve rien de cet album. D'accord. Vraiment, je le trouve ridicule et très très mauvais. Et moi je suis désolé, mais ça va pas être un album en particulier, mais que ce soit Master of the Rings pour les années 90, que je trouve absolument dantesque, moi je trouve vraiment que c'est un excellent album. Better Than Raw, sorti en 98, Rabbit Don't Come Easy aussi, sorti en 2003, qui est lui vraiment pas du tout apprécié, mais moi je le trouve vraiment très très bon cet album. Ouais. Vraiment avec des morceaux absolument fantastiques. Et je trouve justement que les albums où ils essayent vraiment de retrouver quelque chose, genre Keeper of the Seven Keys de Legacy. The Legacy, ouais, qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire là, ils voulaient faire vraiment du revival, quoi. Et un album aussi que j'aime beaucoup, c'est comment il s'appelle ? C'est Seven Sinners qui est sorti en 2010, qui est raw, qui est méchant. Alors tout n'est pas bon à prendre dans cet album, pas de souci. Mais moi je trouve que Andy Deris fait un boulot fantastique pour Halloween, et je trouve qu'il a vraiment été décrié, surtout avec le retour de Michael Kiske récemment. Et alors qu'il ne mérite pas ça, tout simplement, parce que moi je trouve que c'est vraiment un bon chanteur. Je sais pas dire qu'il est aussi bon que Michael Kiske, mais je trouve que c'est un bon compositeur, qu'il a sorti des très très bons albums avec Halloween, et qui mérite pas d'être conspué comme il l'est par des fans hardcore de heavy metal. C'est beaucoup des personnes qui l'ont décrié. Ça m'avait déplu à l'époque, donc je voulais un peu réhabiliter. Tu fais bien. Voilà.
que je vois Garde du Nord qui dit que, perso, j'avoue, à l'époque, j'ai préféré les Gamma Ray. Effectivement, de toute façon, les 3 premiers Gamma Ray sont absolument exceptionnels. Franchement, jusqu'à Insanity Ingenious, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. De toute façon, là, justement, c'est pour ça que j'ai réagi à ce qu'a dit Garde du Nord, parce qu'en fait, mon grand frère, qui est plus amateur de power européen que moi, mais bon, moi, Helloween, c'est pas un groupe que j'apprécie, en fait. Je reconnais l'apport historique, mais en fait, ils ont apporté. En fait, c'est tous ces gimmicks qu'on retrouve dans le power speed mellow européen. Hein, je te disais, comme on a dans sur Antarctica, avec le même rythme de batterie, répété ad nauseam, tout ça. Et c'est vrai que mon frère il a écouté les albums d'Helloween, et après, hop, il a bifurqué vers Gamma Ray. Et ouais, enfin. C'est vrai que c'est difficile. On en revient un peu au cas de Judas Priest avec Tim Reaper Owens. En fait, quand t'as un groupe comme ça qui arrive avec une formule légendaire, par exemple le Walls of Jericho de Helloween, c'est un game changer. On est en 85. Cet album-là est fou. Il est fou. Je l'aime pas, mais il est fou. Mais parce que voilà, de toute façon 85, c'est aussi la même année de sortie que le Spectre Within de Fates Warning. C'est à ce moment-là qu'il y a un peu un marché parallèle du heavy metal. T'as Iron Maiden qui trace sa voie, et à côté, t'as des groupes qui vont vouloir mélanger ce heavy metal avec autre chose. Et c'est pour ça qu'on parle de speed mellow, parce que Helloween va apporter justement cette touche speed issue du thrash. C'est complètement différent, et c'est une autre vision de ce qui sera appelé ensuite le power metal. Et mais je rajouterais juste que à quelques mois près, il me semble que ça se joue à quelques mois près, ADX, donc France, sort Exécution en 1985 aussi, mais genre quelques mois plus tard après Wall of Jericho. Franchement, ça s'est joué à pas grand chose, parce qu'ils allaient sortir pareil des premiers albums de speed mellow, même si on peut targuer qu'il y a des groupes comme Accept aussi, qui avec des Fast as the Shark qui mettaient déjà la pédale quand même assez rapide sur leur heavy metal. Ouais. Mais voilà, c'est juste pour remettre un peu de contexte historique et dire que ça s'est pas grand chose avec KTX. Mais tu vois, après, Accept, c'est Fast as a Shark, tu vois, c'est ponctuel. Là, c'est vraiment sur tout l'album. Oui, et 85, voilà, moi j'en mets une couche sur Fates Warning, Spectre Within. Cet album est dinguissime. T'imagines, t'es en 85, t'as écouté Iron Maiden, tu tombes sur Fates Warning, Spectre Within, qui déconstruit. Mais vraiment, je l'ai écouté il y a 2 jours avec un pote qui connaissait pas. Et il a dit, mais ces lignes vocales, elles sont terrifiantes. Mais vraiment, si tu peux jamais anticiper. Et c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que Helloween avec Walls of Jericho a aussi apporté quelque chose de très fort. Et du coup, les gens se sont appropriés et ont eu un gros affect avec Helloween. Et ce qui s'est passé avec le changement de avec le changement de chanteur, ça a été senti, moi je pense, comme une trahison, comme on l'expliquait auparavant. Pour Helloween, avec Andy Deris. Mais en fait, c'est particulier encore Helloween parce que la trahison, elle a déjà eu lieu avec Pink's Bubble Go Ape et c'est vrai. Parce que même s'ils ont gardé le chanteur, c'est plus le changement de Kay Hansen qu'a joué là. Merci, merci de me corriger. La trahison, elle a déjà eu lieu et ils ont essayé de revenir à quelque chose d'un peu plus, justement, speed mellow dans les années 90 avec des Master of the Rings. Ça a marché pour certaines personnes et ça n'a pas du tout marché pour certaines autres. Et moi, je trouve ça dommage parce que moi, je trouve que ils ont aussi apporté quelque chose de presque du speed mellow, mais un peu plus terre à terre. C'était moins mélodique que des Sonata Arctica dans les années 90, ou même des Avantasia qui vont arriver début des années 2000 avec The Metal Opera, partie 1, partie 2. Voilà. Si tu voulais du speed mellow à la Halloween, c'était ça qu'il fallait écouter, quoi. C'était Avantasia. De toute façon, Michael Kiske, il n'est pas revenu pour rien pour essayer sa voix sur le refrain du premier titre d'Avantasia, hein, faut pas se leurrer. Mais ouais, vraiment, moi je trouve ça dommage d'avoir autant déprécié l'apport de Andy Deris dans ce Halloween de cette époque. Moi je le trouve vraiment très très bon, quoi. Et ouais, non mais effectivement, on en parlait déjà tout à l'heure, mais c'est vrai que parfois il y a des réactions épidermiques. Tu te dis, ouais, écoutez à froid. Moi je pense que aujourd'hui, moi je suis quand même si je suis un peu les sorties, je suis pas mal à revenir sur des albums comme ça qui ont été décriés avec des réactions épidermiques, en fait se rendre compte que vous avez fait tout un cas de finalement pas grand chose. Et ouais,
Parfois, faut un peu réhabiliter et se calmer un peu pour apprendre à réapprécier. En fait, parfois des bijoux incompris. Parfois, c'est à juste titre qu'ils n'ont pas été compris. Oui. Et justement, là, t'avais quoi d'autre comme groupe à proposer? Alors là, on va parler. Ça, c'est vraiment un autre sujet. Et je pense que tu l'as un peu évoqué dans l'intro quand tu as parlé de vision artistique d'un artiste. Là, ça va plus être le côté. C'est l'artiste qui aime pas son album, je pense. Ah, bah, Je pense parce que j'en ai jamais parlé avec la personne. J'aurais presque pu à certains moments. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir lui parler quand j'ai été les voir au concert. Mais il s'agit de Killers, le groupe de heavy metal speed français aussi. Hein. oh, je connais pas. Ah bah, tu loupes, ils ont sorti des albums absolument dantesques, notamment leurs 6-7 premiers là, qui sont arrivés avec Fils de la haine en 1985 et Danger de vie en 86. Donc avec, j'ai oublié son nom, le chanteur de Titan du coup. Hein, j'ai oublié. Ah non, ça c'est guitare. Patrice Le Calvez. Ou Le Calvez. Ouais, c'est ça, Le Calvez. Du coup, qui chante sur Fils de la haine et Danger de vie. Donc à l'époque, on les appelait le Accept français. Parce que c'est eux. D'accord. Le Calvez ressemble énormément à Udo. Ok. Et du coup, il y a eu Danger de vie en 86, et après le groupe, alors Danger de vie qui a un son absolument exécrable, notamment de guitare, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé à l'enregistrement, mais il y a eu des choses qui se sont mal passées. Ah bah, j'allais te du dire, coup, comme le beaucoup groupe de a groupes, implosé après. Implosé, d'accord. Voilà, ils ont laissé en plan du coup Bruno Dolgay, qui est la tête pensante de Killers, et ils ont été fondés Titan juste derrière. Quoi. D'accord, oui, c'est en 86 qu'ils se sont séparés. Ouais, et voilà, c'est ce que je lis sur Metaloom. Ok. Et du coup, lui, Bruno Dolgay, il a fait Mise au point, qui est sorti en 87. Oui, ah d'accord, oui. D'accord. C'est un album vraiment fantastique, vraiment absolument gigantesque, Ok. avec une des plus belles performances au chant que j'ai entendues de ma vie sur un album de heavy metal, notamment chanté en français, avec la voix de Serge Puyos, qui est resté que 2 albums. Hein. Il est resté pour celui-là, et puis celui qui est sorti après, même si sur celui d'après, il a commencé à lever le pas, c'est un peu moins ça prend un peu moins aux tripes sur Résistance. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que donc Mise au point qui est sorti en 87, je pense Bruno Dolgay, donc tête pensante de Killers, n'a pas beaucoup apprécié. Et tu le vois sur la sur la discographie du groupe, puisqu'on a marqué là Mise au point 2001. L'album est ressorti 14 ans plus tard dans une nouvelle version. Ah oui. Alors je sais pas s'il a été enregistré. Qu'est-ce qu'ils ont modifié si ça a été juste. Il me semble qu'il a rechanté dessus. Ok. Mais à l'époque, déjà, il y avait déjà une autre version, il me semble, où le chant avait été mis en retrait. Pour moi, c'est une hérésie. Pour moi, c'est une hérésie parce que c'est justement ce qui fait toute la saveur de cet album. Moi, c'est vraiment le chant, mais à couper au couteau de Serge Puyos, mais qui prend au trip. Mais c'est absolument. C'est vraiment incroyable. Rien que d'en parler, tu vois, j'en ai des frissons. Vraiment, ça te retourne l'estomac, quoi. Et ça n'a pas plu apparemment à Bruno, qui du coup lui a voulu réenregistrer l'album, quoi. Voilà. Et voilà. Et pour moi, c'est incompréhensible. Incompréhensible qu'il en soit. Alors je peux. Incompréhensible, c'est peut-être un peu gros. Je peux comprendre, c'est sa vision d'artiste, c'est lui ce qu'il en pense. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis un peu sous le tapis cette version de l'album-là. D'ailleurs, moi, j'ai le premier pressage en vinyle, et il fallait absolument que je l'ai. Très cossu. J'ai jamais écouté la version de 2001. Hors de question que j'écoute cette version-là. Ouais. Bah, en fait, là, du coup, je lis que c'est un re-record, le 2001, avec un nouveau chanteur. Et effectivement, là... Avec Bruno du coup, ouais. Après dans Killers. Ça, ouais, Bruno Dolegui. Et là, effectivement, j'écoute le Mise au point, j'ai mis en fond sonore. Dites-moi dans le chat, ça m'a l'air un peu faible, je vais un peu le remonter. Et là, c'est un peu fort. Voilà, c'est le numéro d'équilibriste. C'est ça d'être à la régie. Hop.
Bah, c'est pas mal. Ouais, en fait, je m'aperçois que j'en ai entendu parler de ce mise au point. Et ça ressemble en fait à beaucoup de groupes actuels du heavy français. Et ouais, je vois le côté accept. Je vois aussi un petit côté thrash dans ce mise au point. C'est vachement intéressant. Et quand tu dis, du coup, là c'est le groupe qui, on va dire, ne l'assume pas. Est-ce qu'il est décrié aussi dans la critique Ah bah d'ailleurs, je vois qu'il propose Malédiction condamnée. Ah, très bon album ça. Hein. Ouais. 2001 je crois, Malédiction condamnée. Si je dis pas de bêtises. Je vais chercher ça. Ouais, donc du coup, est-ce que tu penses que la... Alors deux questions. Est-ce que la... Enfin, pourquoi le groupe n'assume pas cet album? Et est-ce que tu penses que les gens ont des griefs contre ce mise au point? Ben, moi, je sais, à l'époque, je sais pas. J'ai pas vécu la période. Je pense qu'effectivement, le côté implosion du groupe, quand même, les 4 membres sont partis, ont laissé Bruno tout seul pour aller monter Titan. Je pense qu'il y a eu à l'époque quand même une team. Bah, nous, on est fans de Titan. Ouais, voilà, j'adore Titan, l'album éponyme qui est sorti à l'époque. Et des gens qui sont restés vers Killers. Donc je pense qu'il y avait, voilà, il y avait vraiment deux catégories de personnes. Je pense qu'il y a des die-hard fans qui sont comme moi, qui sont fans de Serge Puyos, qui ont même essayé de le recontacter, je pense, pour peut-être monter des trucs et que ça n'a jamais fonctionné. Mais vraiment un très très grand chanteur sur cet album. Il aura marqué pour moi vraiment l'histoire du heavy français avec sa performance sur cet album. Mhm. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui vont pas aimer, qui n'ont pas aimé à l'époque, et peut-être qu'ils l'ont réhabilité avec le temps. Après, concernant Bruno, je pense que lui, il a une vision très claire de ce qu'il veut dans Killers et ce qu'il aime. C'est un des seuls groupes, il me semble, français qui a jamais arrêté. Il y a c'est vrai. à aucun moment Ils ont Killers jamais s'est arrêté. stoppé. Mhm. Non, ils ont jamais arrêté. Et il y a des choses pas ouf dans Killers. Dans une discographie aussi large, tu peux pas avoir que Non. des trucs incroyables. Et il y a vraiment des albums qui sont pas ouf du tout, quoi. Et moi j'ai de plus en plus de mal avec, au fur et à mesure, le dernier que j'ai dû écouter, que j'ai dû bien aimer, c'est Le Baiser de la Mort. Et encore, il y a des choses que je suis pas trop fan dessus. Mais vraiment, voilà, il a une vision très concrète et je peux comprendre que lui, il ait voulu revenir sur cet album parce que ça lui a pas plu. C'est comme il veut, c'est lui qui fait sa musique. Bien sûr. Mais moi, voilà, moi en tant qu'auditeur, bah moi je suis pas d'accord avec l'artiste. Et ben non, pour moi cet album-là, il est très bien comme il était et moi je le trouve exceptionnel. Donc, Très bien. voilà. Très bien, très bien. Et juste voilà, pour dire, pour moi, dans mon top 5 des albums de heavy metal, toute génération confondue, toute époque confondue, et que ça soit chanté dans n'importe quelle langue, Les Cités Interdites, qui est sorti en 92, il est dans le top 5. Voilà, ça c'est dit. Voilà, je voulais parler de mise au point parce que je trouve qu'il a cette particularité-là, parce qu'il a été enregistré, donc ça tombait bien avec le sujet du podcast. Parfait. Mais voilà, si je peux glisser que Les Cités Interdites est un des plus grands albums de heavy metal français, voilà, c'est pas mal. Mais en plus, tu vois, là, je l'ai mis dans le chat, là. Mais la voix, c'est Executor, en fait. Hein. Executor, ils ont tout pris de Killers. Hein. Pourquoi? Pour mise au point? Ouais. Ah, je trouve que c'est quand même moins éraillé, c'est quand même... Oui. moins... Executor, c'est plus black punk, mais Oui, ça ressemble voilà. énormément. On peut pas dire le contraire. Il y a des saillies aigus, c'est du Executor. Enfin, Executor a repris ça. De toute façon, Executor, ce qui était le génie dans Poison, Lust and Damnation, c'était d'autant réussir à compiler l'essence des années 80 avec le heavy français, le punk, le black, et d'en faire quelque chose d'aussi efficace. Dommage qu'ils soient mal enregistrés. Ouais, j'avoue que je suis pas grand fan de Executor, même si je peux en écouter puis les voir en concert, ça me déplaît pas. En concert, Mais, ils sont bonnards. J'aime beaucoup en concert. La chose aussi de mise au point, c'est les paroles. Les paroles aussi, qui n'ont pas été écrites par Serge Puyos, je pense pas, c'est tout Bruno qui a écrit les paroles, encore une fois, et qui sont vraiment aussi très très poignantes sur cet album, et qui du coup, justement, mélangées avec
avec la voix de Serge Puyos, font ce côté viscéral qui me plaît tant dans ce chant, quoi. Bah c'est la bagarre, tu le sens. Parce que sinon, c'est très bas du front, hein, mise au point, c'est pas très recherché mélodiquement. C'est ça marche. double pédale à fond la caisse. Ouais. Même s'il y a des trucs un peu plus tranquilles comme Loin de nous tous ou ce genre de choses. Mais ouais, franchement, il est vraiment dantesque cet album. Vraiment incroyable. Mais moi en tout cas là, ce que j'écoute là, franchement c'est pas honteux hein. Dans le heavy français des années 80, on a eu des trucs. Voilà. Ils ont. Alors ok, hein, ils ont essuyé les plâtres, respect à nos aînés. Mais bon quand même hein. Que franchement, tu vois, j'ai ouvert les lyrics là, mais quand ils chantent des trucs genre enterré vivant au plus profond des caveaux, celui de mes défaites et de mes erreurs, je voudrais qu'on inscrive en épitaphe maudite la somme de mes illusions noyées dans la pénombre. Ouais, c'est fou quoi. C'est fou. Enfin, moi je trouve absolument incroyable. Avec la voix de Serge Puyos derrière. C'est métal. T'as les frissons. Ah, bah sûr, ça c'est. Voilà, ça marche bien. Hein. Il y avait cette hargne, cette